Donc on va essayer de s'y retrouver. Peut-être on peut juste se recueillir. Oui, on se recueille. Ouais. Tu veux dire les textes Donc il y a les textes qui sont sortis ce matin. Celui en fait que suit Valérie, c'est ça. Extrait de l'explication à la présentation des objets et des sujets ainsi que l'esprit et des perceptions, là où il y a toutes les définitions. Donc Françoise demande qui c'est qui l'a pas eu. Est-ce qu'il y en a des personnes qui le veulent, qui l'ont pas eu, pour qu'elle fasse des copies? Ok, c'est bon. Donc oui, on va commencer par respirer. C'est toujours bien de se recueillir un peu, établir la motivation, prendre refuge. Et donc se rappeler que ce que nous faisons ici, dans l'étude, la contemplation, la méditation, dans le but d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc c'est une entreprise à long terme. Et donc, il faut savoir, oui, qu'on en a pour longtemps. Et donc, si on se décourage déjà comme ça, avant de commencer, on ne va pas aller loin. Donc, c'est bien d'en profiter aussi pour développer l'humilité, la persévérance, la patience. Et donc, savoir que c'est normal quand on apprend quelque chose de nouveau, de ne pas comprendre tout du premier coup. Et donc petit à petit, comme Shantideva l'a dit, et une phrase qu'on utilise toujours qui est très utile, et il dit rien ne devient, il n'y a rien qui ne devienne pas facile par le pouvoir de l'habitude. Donc, je suis sûre par exemple qu'ici il y a des gens qui ont déjà étudié l'auric et qui trouvent sûrement ça plus facile que les personnes qui sont là pour la première fois. Donc vous pouvez penser que vous aussi, quand vous aurez un peu plus l'habitude, ce sera plus facile pour vous. Et donc, le matériel que l'on a, le matériel de secours, pour nous secourir, c'est, on avait donné ce livre, Connaître l'esprit, particulièrement la première partie qui est une présentation générale. La seconde partie, c'est le commentaire de l'Ati Rinpoche, qui va plus dans les détails. Mais la première partie, c'est assez concis, c'est assez regroupé. Donc vous trouvez aussi ce qu'on dit ici. On avait aussi indiqué le transcrit de Dagpo Rinpoche. Tu peux le lever? L'esprit et ses fonctions, c'est ça? Oui. Voilà, qui est aussi bien un enseignement oral que Rinpoche avait donné ici en 86, je crois, 1986. Donc il y a aussi ça qui est sorti, qui est en fait quelques pages que Valérie a préparées. Et donc en fait, le texte de Purbu Chok, c'est le texte racine que Geshe-la utilise, c'est ce texte-là de Purbu Chok, parce que des l'auric, il y en a plusieurs. Il utilise ça, mais on ne l'a pas distribué. Je pense que Geshe-la l'a expliqué ce matin, parce que dans ce texte racine, il y a beaucoup de débats. Et quand vous lisez le texte, si vous ne connaissez pas les débats, en fait, vous n'y comprenez rien. Donc pour nous faciliter la tâche, Valérie, elle a compilé ce texte qui reprend en fait qui reprend les définitions, et c'est ça que Geshe-la suit, puisque Geshe-la suit juste l'essentiel du texte, il ne va pas à travers tous les débats. Et en plus, elle l'a fait avec le vocabulaire qu'elle utilise elle-même. Donc, ceci dit, il faut savoir que donc, quand on va à travers ce matériel, peut-être on se demande à quoi ça sert. Par exemple, parce qu'on a étudié les objets et les possesseurs d'objets, objet-sujet. Littéralement, objet, et en tibétain, littéralement, c'est le possesseur d'objets, ce qui
ce qui détient l'objet, ce qui fait l'expérience de l'objet, donc qui est le sujet. Et quand on parle des différents objets, vous voyez, on a vu les objets apparaissants, les objets conçus, les objets d'engagement, l'objet du mode d'appréhension, l'objet d'engagement, l'objet appréhendé. Et la plupart de ces objets sont synonymes, donc sont équivalents. On peut se demander pourquoi, en fait, on va à travers tout ça et on utilise autant d'expressions. Aussi, quand on voit les possesseurs d'objets, il y a en tibétain, il y a 3 termes, Jigpa, Shepa, qui sont équivalents, et que Valérie a traduit. Donc, elle a traduit perception, connaissant, esprit. Ces termes sont traduits différemment, par exemple, dans ce texte-là. Donc, en tibétain, il y a beaucoup de mots qui veulent dire esprit, par exemple, conscience. Bon, ce que a dit Valérie aussi, et c'est bien de garder à l'esprit, c'est que tous ces termes, on peut les employer un peu les uns pour les autres. Il n'y a pas besoin d'être complètement rigoureux dans l'utilisation, par exemple, de esprit, perception, connaissance, conscience. Au moins dans un premier temps, ne pas trop s'attacher à ça. Pourquoi donc ce texte il présente toutes ces différences? Il faut bien voir qu'un texte comme l'Orig, bon moi j'utilise, comment on dit l'Orig, Ganga? Conscience et connaissance. L'Orig, c'est deux de ces termes qui désignent l'esprit. Donc moi je dis l'Orig, c'est plus simple. L'esprit et les perceptions. Je pense que Valérie traduit l'esprit et les perceptions. Quelquefois, on dit les consciences et connaissances. Donc, bref, c'est 2 termes qui veulent dire l'esprit. C'est l'étude de l'esprit. Moi, j'utilise l'Orig. Ce genre de littérature, en fait, on peut dire, c'est comme des manuels d'études. Dans les monastères, ils utilisent... Qu'est-ce que c'est ce texte, par exemple, comme l'Orig? Il y a aussi un texte qui s'appelle Dura, qu'on n'a pas étudié, que vous n'avez pas étudié. Et donc, aussi, comme vous n'avez pas étudié le Dura, on a distribué un tableau qu'on va regarder maintenant. L'esprit et ses fonctions de Yansi Rinpoche, on va regarder ça. Et ces textes, que ce soit le Dura ou le Lorik, on peut dire que ce sont des clés. Ce ne sont pas des textes traditionnels. Si vous n'en avez pas, il y en a à la porte. Sinon... Non, ok. Donc, oui, ces textes, c'est pas des grands textes, c'est des manuels d'études qui ont été composés par certains maîtres et qui vont piocher un peu dans tous les textes pour avoir un peu le vocabulaire et les concepts de base. Pourquoi? Pour pouvoir lire les grands textes. Et donc, ces textes-là, comme le Lorik, c'est un peu des clés pour les grands textes. Pourquoi? Parce que dans les grands textes, on utilise toutes ces expressions. Donc là, ça a l'air un peu balancé comme ça. On se dit pourquoi il y a tout ça, à quoi ça sert? Ça sert en fait à ça, pour avoir les idées de base et le vocabulaire et les concepts de base que l'on va retrouver après pour pouvoir aborder ces textes. Donc, il faut les voir comme ça, un peu comme des manuels d'études. Si on regarde ce tableau, alors, ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on étudie dans la philosophie bouddhiste? On étudie des classifications. Pour comprendre les choses, on classifie. Tout est classifié. Les phénomènes sont classifiés en classification, en groupe, en classe, en type. Vous voyez là que la classification la plus large, c'est le non-soi. Tout est dépourvu de soi. Il n'y a pas de soi. Tout est caractérisé, tout est non-soi en fait. À l'intérieur du non-soi, vous avez deux types de choses. Vous avez les non-existants et vous avez les existants. Les non-existants, qu'est-ce que c'est? Les cornes de lapin, voilà. Nicole, elle a lu les textes. Un des exemples flagrants, enfin des exemples couramment utilisés, c'est les cornes du lapin, parce que le lapin n'a pas de cornes, donc ça n'existe pas, les cornes du lapin. C'est un non-existant. D'accord. Les cornes qui sont sur ma tête, pareil. Un autre exemple classique, c'est le fils d'une femme stérile.
c'est-à-dire qu'une femme qui est stérile n'a pas d'enfant. C'est un exemple d'un non-existant. Donc, il y a les non-existants et il y a les existants. Les existants, c'est tout ce qui existe, toutes les choses qui existent. Donc là, si vous voulez, on peut mettre sous existant, bon, moi je l'ai fait sur ma feuille, si vous voulez, vous pouvez mettre les synonymes. Quand on parle d'existant, donc il y a des définitions, je n'ai pas toutes les définitions ici, mais un existant, c'est aussi une base établie. Geshe-la a parlé de base établie. Donc tout ça, ça revient au même. Vous avez sur votre feuille, existant, c'est ce qui existe. Une base établie, c'est pareil. Ou un objet de connaissance. Sheja. Sheja, c'est un objet qui est susceptible d'être connu d'être connu, un objet de connaissance, c'est quelque chose qui existe, c'est une définition aussi. Donc on peut mettre aussi objet, on peut mettre aussi phénomène. Quand on parle de phénomène, on parle d'existant, de base établie, d'objet de connaissance. Tout ça, c'est synonyme. Donc, on ne s'occupe pas des non-existants, puisqu'ils n'existent pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va s'occuper des existants. Et dans les existants, on fait deux grandes catégories. Donc, il y a les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Et donc, alors, ou fonctionnants. Donc, les équivalents ou synonymes des phénomènes impermanents, c'est donc les choses, ce qui fonctionne. Donc, Valérie a parlé des phénomènes efficients. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose. On disait chose toujours. Donc, Valérie a dit chose, ça. Elle dit que ça ne va pas parce que chose, ça désigne en fait n'importe quoi. Donc chose, ça serait plutôt un synonyme d'existant. Mais classiquement, on trouve ça dans les traductions, dans les textes, en anglais, même en français, parce que moi je l'utilise. Chose, on a l'habitude de l'utiliser pour les choses impermanentes, les phénomènes impermanents. Mais donc, Valérie a dit que ça ne va pas. En fait, au lieu de dire choses, on peut dire les choses fonctionnantes. Ce qui fonctionne, d'ingénu pas. Ce qui est capable d'exercer une fonction. Ce qui exerce une fonction. Donc, c'est les choses fonctionnantes. Tout ça, c'est impermanent. Impermanent, c'est quoi? C'est quelque chose qui change d'instant en instant. Les choses changent d'instant en instant. Elles sont impermanentes, ça veut dire qu'elles changent tout le temps. Pourquoi? Parce ce sont des produits de cause et de conditions. Donc, produit, c'est aussi un équivalent, un synonyme, produit. Donc, on peut mettre phénomène efficient ou fonctionnant, ce qui est capable d'exercer une fonction. Produit, phénomène composé, composé de cause et de conditions, qui est fait, fabriqué, qui est produit. Et un synonyme aussi, c'est cause et effet. C'est quelque chose qui est une cause, quelque chose qui change à tout moment et qui est lui-même un produit de la cause qui le précède et qui est la cause de ce qui suit, pour ce qui suit. Donc ça, c'est les phénomènes impermanents. Alors que les phénomènes permanents, vous le voyez sur la feuille, les exemples, la vacuité, l'image mentale, l'espace non composé. Donc c'est des phénomènes comme l'espace, par exemple, on dit qu'il ne change pas. L'image mentale, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, si vous voyez une rose, une fleur, c'est pas une rose, tiens. Moi je voyais une rose. C'est un hibiscus? Un lys, pardon. Donc le lys, par exemple, donc c'est un phénomène impermanent. Il vient de ses causes et conditions, il dépérit, il change à chaque instant. Maintenant, si je pense au lys, je ne le regarde pas, mais je le vois. Ce n'est pas un phénomène impermanent qui change à chaque instant, qui est un produit de cause et de conditions, qui est impermanent. C'est un phénomène permanent. C'est ce qu'on a dit. Une image mentale. Donc il y a plusieurs aussi. On dit image mentale, après on utilise. Mais il faut vous familiariser un peu avec tout le vocabulaire. Comment elle a dit? Représentation, une représentation mentale. Comment? Ouais. Quelquefois, on dit une image générique.
une image générique sonore ou mentale, et quelquefois on parle aussi de la généralité du signifié. Hein? Généralité du signifié, je pense que c'est utilisé ici. Tout ça, ça veut dire généralité de ce dont on parle, généralité, l'image mentale, l'image générique. Ce n'est pas les particuliers. Hein? Donc tout ça, c'est permanent. Donc, et après, donc, à l'intérieur des phénomènes impermanents, il y a une division en 3. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la philosophie bouddhiste. Il faut bien avoir ce modèle à l'esprit. Donc, division en 3. La forme, on peut dire matière. C'est peut-être plus facilement compréhensible pour nous, la matière. Donc ici, il y a 11 types de matière, qui sont les objets des sens et les facultés sensorielles. Les organes des sens. Quand on dit faculté, on dit l'organe visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile, et donc après les objets qui sont saisis par ces consciences. Tout ça, ça fait partie de la forme, la matière. Après, vous avez l'esprit ou conscience, et après, vous avez les facteurs composés qui ne relèvent de la forme, ni de l'esprit. En d'autres termes, ces phénomènes impermanents, donc c'est important quand on réfléchit aussi, de se dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un phénomène permanent ou impermanent ? Est-ce que c'est un phénomène si c'est permanent, c'est permanent. Si c'est impermanent, est-ce que ça fait partie de la forme ? Est-ce que c'est associé à la forme ? Est-ce que c'est associé à la conscience ? Ou est-ce que ça fait partie de la conscience ? Ou est-ce que c'est un facteur composé, c'est-à-dire quelque chose qui est impermanent, mais qui ne relève ni de l'un ni de l'autre. Ça veut dire que ça n'est ni la forme, ni l'esprit. Ce n'est pas une conscience, ce n'est pas matériel, mais c'est quand même un phénomène impermanent qui fait partie de cette classe. Par exemple, la personne. La personne, vous voyez ici, ou les facteurs composés qui ne sont pas la personne. Vous avez des exemples ici. Donc il faut bien réfléchir. Hier, j'étais voir Geshe-la, je lui dis, parce que bon, je réfléchis quand même un peu avant le week-end. Et puis j'ai des questions quelquefois, c'est pratique parce que Geshe-la est là. Et je lui dis, Geshe-la, la vacuité, je lui dis, c'est un facteur non composé. Il dit, quoi ? Il n'avait jamais entendu ça. Bon, c'est permanent la vacuité, donc c'est complètement à côté de la plaque. Donc il faut bien réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Donc, il faut savoir où on se situe. Donc ici, on se situe ici au niveau des phénomènes qui sont sans soi, qui sont des existants impermanents. Et parmi les impermanents, donc on étudie la conscience, l'esprit, l'orig, la conscience, la perception. Et donc, pour étudier l'esprit ou la conscience, on la divise. Donc, il y a division, si vous regardez ce livre, il y a des divisions bipartites, tripartites. Ça veut dire en 2, en 3 ou en 7. Et donc, le modèle que l'on suit, le modèle général, c'est la division en 7. L'orique d'une, la division en 7 de l'esprit et de la connaissance. Donc, on parle de 7 types de conscience. Je veux juste faire une parenthèse, parce que c'est intéressant. Maintenant que vous avez ce tableau, je prends le devoir, l'évaluation. Il y a eu une évaluation qui a été faite, c'est pour ça que je vous ai dit de la prendre à la sortie, là. Une évaluation, on a fait un module du PEBA de 8 jours en juillet sur le Lojong. Et suite à ces 8 jours, il y a eu une évaluation, une espèce d'examen avec des questions. Et donc, que j'ai corrigé et que vous trouvez... Là, maintenant, j'en ai pris une pour avoir les questions. Monsieur Nicolas Brun. J'ai trouvé ta feuille. Tout ça pour avoir les questions. Donc, juste une petite parenthèse parce que... juste par rapport à ça, pas aller dans les détails, mais vous verrez, les étudiants qui avaient votre feuille, j'ai pas corrigé la dernière question parce que j'ai pensé on va le faire ensemble. Une remarque par rapport à ce devoir ou même général. Geshe-la a insisté ce matin, il en a parlé ce matin,
Et c'est toujours important d'essayer de vous situer dans ce schéma de la base, du sentier et du résultat. Tout ce dont on parle, quand on reçoit les enseignements, on parle. Il y a 3 niveaux. C'est très important aussi d'avoir ce schéma. Il y a le niveau de la base, le niveau du sentier et le niveau du résultat. Au niveau de la base, on parle des 2 vérités. La base, c'est ce qui est, ce qui existe, ce à quoi on a affaire. La vérité conventionnelle, la vérité ultime. Ça, c'est le niveau de la base. Au niveau du sentier, on a la méthode et la sagesse, ou les 2 bodhicitta. Le sentier, donc il y a une relation entre la base, évidemment, il y a une relation entre la base, le sentier et le résultat. On utilise la base, et à partir de ça, on fait croître, on développe le sentier, pour arriver au résultat. Donc la base, c'est les 2 vérités. Le sentier, c'est les 2 bodhicitta, ou la méthode et la sagesse. Et le résultat, c'est quoi? C'est les 2 corps d'un Bouddha, ou les 2 bienfaits, le bienfait pour soi et le bienfait pour les autres. Donc quand on vous demande, excusez-moi, mais quels sont les 2 buts, ne dites pas les 2 buts, c'est les 2 vérités, ou c'est les 2 bodhicitta. Les 2 buts, c'est l'atteinte, c'est le résultat, on parle du résultat. Je dis ça parce que j'ai trouvé ça. Alors, quand on en vient à la dernière question, et je vais vous poser la question, je la mets la question parce que j'ai été un peu soufflée, mais bon, c'est intéressant de voir aussi ce que vous n'avez pas compris, parce que ça voit aussi qu'est-ce qu'il faut apprendre. Ouais. Alors, la vacuité est un facteur mental, un phénomène existant, un non-existant, précieuse. Qu'est-ce que vous direz? Alors, il y a peut-être 2 ou 3 personnes sur une vingtaine qui ont mis un phénomène existant. Et la plupart d'entre vous, vous avez mis un phénomène non existant. Non, un non existant. Oui, mais la plupart des gens, bon, toi, tu n'as pas fait le travail, je ne sais pas si tu l'as fait. Ah ben, je ne sais pas. Mais ce que j'ai reçu, la plupart des gens, vous voyez, vous avez mis un non existant. Pourquoi vous avez mis non existant? Quelqu'un peut... Oui, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un micro? Non. Il n'y a pas un micro, Jeff? Y a pas Normalement, on a un micro, oui. Parce que comme c'est... Oui, il a un micro, oui. Oui, mais là, il y a un fil, là. Tandis que là, il n'y a pas de fil. Oui. Oui. Donc moi j'avais mis non existant parce que j'avais considéré phénomène existant de son propre côté. Non, et pas comme on le présente dans le tableau actuellement, comme vient de le voir. Ben, c'est-à-dire ici, un non-existant, vous voyez qu'un non-existant, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et la vacuité, elle existe. C'est un phénomène existant. Donc si on dit non-existant, ça veut dire que en fait, c'est même pas la peine d'en parler. Ça veut dire qu'en fait, si la vacuité n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absence d'existence inhérente, ça veut dire que tout existe de façon inhérente. Puisque l'absence d'existence inhérente n'existe pas. Donc, il y a la plupart d'entre vous, vous avez mis un phénomène non existant. Donc, si vous voyez le tableau, vous voyez, c'est un phénomène existant. Ça existe. Évidemment, ça existe. Pourquoi on écrit tous ces livres? On n'a pas écrit tous ces livres sur les contes du lapin. Parce que ça ne sert à rien. Donc, c'est un phénomène existant. Par contre, vous avez peut-être mélangé avec, on a dit, c'est un phénomène négatif. C'est un phénomène négatif. On fait la différence dans les existants, donc là on ne peut pas parler de toutes les divisions, mais dans les existants on dit qu'il y a des phénomènes négatifs et des phénomènes positifs. Un phénomène négatif, c'est un objet qui est réalisé par une conscience qui l'appréhende à travers l'élimination de son objet de négation. Un phénomène négatif, il est réalisé par une connaissance qui l'appréhende à travers l'élimination de son objet de négation. On élimine quelque chose et on obtient
un négatif. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est comme il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce. L'absence d'éléphant, elle existe. Hein? Voilà, l'absence existe. C'est un phénomène négatif parce qu'on élimine quelque chose, hein, et on réalise quelque chose en éliminant la négation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour autre chose, donc, ce n'est pas un facteur mental, ça vous le comprendrez, c'est un phénomène existant, ce n'est pas un non-existant. Est-ce que la vacuité, elle est précieuse? Oui? Oui? Elle l'est? Hein? Oui, ce qu'on dit, on considérerait plutôt que ce qui est précieux, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Mais la vacuité elle-même, c'est la façon dont les choses sont et sont. Hein? C'est la nature des choses. Il n'y a rien de particulièrement précieux dans la vacuité. C'est juste ce qui est. Hein? Bon, après, on peut discuter, mais en principe, c'est pas justement parce que cette question, bon, c'est pas moi qui ai inventé ces questions, je les ai trouvées. Hein. C'est parce que je pense qu'on pose ces questions justement pour voir où on peut se tromper. Hein. Parce que justement, on dit la vacuité, c'est quelque chose de formidable. Non, ce qui est important, c'est la sagesse qui comprend, hein, qu'on peut développer. Mais la vacuité, c'est juste la façon dont les choses sont. Hein. Ok. Alors après, donc c'est bien que vous sachiez quand même, oui, qu'un arya, hein, un arya, c'est quelqu'un qui a directement réalisé la vacuité. Hein. Est-ce qu'un arya a réalisé l'esprit d'éveil spontané? Hein. Donc il y en a parmi vous qui ont dit que un arya est un être qui a réalisé l'esprit d'éveil spontané. Quand on parle d'esprit d'éveil, on parle de la bodhicitta. Donc, un arya, sur le véhicule, rappelez-vous, il y a deux véhicules. Il y a le véhicule Hinayana et le véhicule Mahayana. Donc il y a des aryas. Il y a 3 ou 4 types d'aryas. Il y a les aryas du Hinayana, les aryas du Mahayana et les aryas Bouddha. Donc les aryas, c'est quoi un arya? C'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité directement. Mais un arya du Hinayana n'a pas réalisé l'esprit d'éveil. Hein? Alors qu'un bodhisattva, arya, c'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité directement, et qui a réalisé l'esprit d'éveil. Hein? Et il est déjà sur le sentier de la vision, réalisé la vacuité directement. Mais il n'a pas réalisé l'esprit d'éveil spontané. Donc faites attention parce qu'il y en a, j'ai vu cette réponse assez souvent. Hein. Donc un arat, c'est un être qui a atteint le nirvana. Un bodhisattva est un être qui doit pratiquer les 6 perfections. Hein. Donc je vous donne les réponses en même temps. Et un Bouddha, alors, un Bouddha est un être qui ne réalise pas la vérité conventionnelle, qui réalise la vérité ultime, qui ne réalise pas la vacuité, qui réalise l'union des 2 vérités. Ouais. Mais bon, donc ici, évidemment, le Bouddha est omniscient, donc il réalise tout. Hein. Donc si on dit qu'il ne réalise pas la vérité conventionnelle, c'est pas vrai. Il réalise l'union des 2 vérités, et il réalise aussi la vérité ultime. Hein. Donc en fait, les réponses c'était B et D. Hein. Il réalise la vérité ultime, il réalise l'union des 2 vérités. Donc réfléchissez-y. Aussi, donc c'est bien d'être. Il faut apprendre aussi à être précis avec les mots et les concepts. Par exemple, quand vous dites, c'est quoi la bodhicitta conventionnelle, c'est la compassion? Non. Hein? La bodhicitta conventionnelle, qu'est-ce que c'est? Hein? Voilà, l'aspiration à devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc la compassion, qu'est-ce que c'est? C'est une cause, c'est quelque chose c'est la cause de la bodhicitta, c'est une des causes de la bodhicitta. Donc c'est bien d'être précis. Si on parle de façon générale,
Hein. En parlant de façon générale, on peut dire, on dit la compassion. Mais en fait, ici, on essaie d'être précis sur les termes et les concepts. Hein. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas vrai que la compassion, c'est équivalent. C'est pas, hein. Aussi, plus on étudie, hein, plus on va on étudie, plus on peut aller dans les détails, hein, parce qu'on apprend plus de choses. Par exemple, cette définition, hein, la bodhisattva conventionnelle, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, hein, en général. Bien que, après, si on va plus loin, on fait la différence entre l'esprit d'éveil conventionnel et ultime. Hein. Mais en général, quand on parle d'esprit d'éveil, on parle conventionnel. Hein, cette aspiration à devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Mais après, si on va un peu plus loin dans la définition, en fait, on ne va pas s'en tenir juste à ça. Parce qu'en fait, si on est plus précis, ce n'est pas une aspiration. Pourquoi ? Parce qu'une aspiration, en fait, c'est un facteur mental. Hein. Vous voyez dans ce tableau-là, hein, parmi les divisions, quand on étudie l'esprit ou la conscience, on parle de l'esprit et des facteurs mentaux ou des fonctions cognitives. C'est une des façons de diviser la conscience. Hein. Donc Geshe-la va en parler, ça fait partie de l'enseignement du Lorique. Quand on parle de l'esprit, par exemple, on parle de l'esprit principal et les fonctions cognitives. C'est-à-dire l'esprit principal, c'est la conscience qui perçoit l'objet, mais de façon générale. Et à ça s'ajoutent toutes sortes de fonctions. On en dénombre ici 51, hein, bien que ce ne soit pas limité à ça, mais on va étudier ça, les facteurs mentaux ou fonctions cognitives. Hein. Donc, en fait, l'aspiration, c'est un facteur mental. Hein. La bodhicitta, ce n'est pas un facteur mental, c'est une conscience principale, accompagnée de ce type d'aspiration. Hein. Ou quelquefois, on dit un esprit principal qui possède deux aspirations. Hein, l'aspiration pour le bien des êtres et l'aspiration à devenir un Bouddha. Donc quand tu dis c'est l'aspiration, etc., c'est pas faux. Hein, mais quand on étudie un peu plus, on peut être plus précis dans les définitions et aussi dans notre compréhension. Ça va ? D'accord. Passer la bouteille, s'il te plaît. Juste. Merci. Il fait chaud et soif. Donc j'essaie d'en mettre le plus possible en peu de temps. Donc dans l'enseignement de ce matin, on parle de la division objet-sujet. Hein, et parmi les objets, on en dénombre plusieurs. Donc l'objet apparaissant, conçu, d'engagement. Donc si on regarde, en fait, l'objet conçu, ça concerne que les... En gros, on dit il y a deux types de conscience. La conscience sensorielle, pas juste sensorielle, mais les consciences directes et les consciences conceptuelles. Hein. Perception représentative. Hein. Perception représentative, ça veut dire conceptuelle. Hein. Qui aborde ce qui apparaît à une conscience conceptuelle. C'est comme on a fait tout à l'heure la méditation ou comme l'histoire de la fleur. On regarde directement, ce qui apparaît, c'est la fleur. Hein. Il n'y a pas d'objet conçu dans une perception directe. Hein. Il n'y a pas d'objet conçu. L'objet conçu, c'est pour une conception, hein, c'est-à-dire pour une conscience conceptuelle. Une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui connaît son objet à travers une image mentale. Par exemple, l'idée que je me fais de la fleur, hein, dans mon esprit. Un phénomène permanent qui n'est pas impermanent. Hein. Et donc, là, c'est l'objet conçu. L'objet conçu, c'est la fleur. Hein. L'objet d'engagement, c'est la fleur. Et l'objet apparaissant, c'est l'image mentale, hein, dans une conception.
On va essayer vraiment de résumer, de faire simple. Oui, prenez le micro. Pourquoi on dit que l'objet conçu, il est permanent? Ça me pose une... On dit que l'objet conçu, c'est une image mentale. Par exemple, l'image mentale de la fleur, c'est quelque chose qui ne change pas. Tant que ça existe, c'est quelque chose qui n'a pas les fonctions d'une fleur. Elle n'a pas d'odeur. Elle n'est pas soumise à la désintégration. Elle n'est pas impermanente, cette image mentale. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend ici par permanent et impermanent. Impermanent, c'est tout ça, par exemple, les choses qui sont créées de causes et de conditions, et tant qu'elles existent, elles changent d'instant en instant, elles ne restent pas les mêmes. C'est ça, impermanent. Tandis qu'une image mentale, qui est l'objet conçu d'une perception mentale, d'une perception représentative ou conceptuelle, cette image mentale, elle n'a pas ses propriétés. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est permanente. Oui, là-bas. Derrière, ok. Je dis derrière parce c'était la première. Oui, j'ai un peu de mal avec la perception directe, parce que devant un objet comme la fleur, par exemple, il n'est pas du tout dit que plusieurs personnes qui regardent la fleur voient exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on y pose dessus toujours quand même une image conceptuelle. C'est-à-dire que, par exemple, je suppose que l'abeille qui voit la fleur ne voit pas du tout la même chose que moi, parce que pour elle, c'est... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas direct, mais c'est sûr que l'expérience est différente d'après l'équipement. Tu vois, la base qu'on a. Alors, je veux dire, nous, on a une perception d'une fleur d'après des sens, etc., humains. L'abeille, elle a un autre équipement, on pourrait dire. Elle a d'autres sens, elle a un autre corps, elle existe à un autre niveau, elle a un autre cerveau, elle a d'autres... Tu vois, d'autres... Oui, mais alors le mot direct, ce mot direct, j'aimerais être un peu plus, qu'il y ait plus de précision sur ce que veut dire le mot direct. Okay. Mais on va voir peut-être qu'au fur et à mesure aussi. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant, mais peut-être que ça deviendra plus clair. Myriam, tu avais une question ? Non. Quand on met un nom, c'est un concept. En fait, on dit, lisez ce livre. Lisez ce livre. En fait, quand on parle, là maintenant, Geshe-la va aborder, il va aborder les perceptions directes. Il y a 4 types de perceptions directes. Et donc, il y a les perceptions directes, oui. Et après, ce qu'on dit en fait, c'est que lorsqu'on il y a pas mal de discussions en fait là-dessus dans ce livre. Mais lorsqu'on perçoit quelque chose d'abord, il y a d'abord une perception directe qui est sensorielle, par exemple, qui est suivie d'une perception conceptuelle, très vite, qui met un nom. Ça, c'est une perception conceptuelle. Mais évidemment, nous, on n'a pas la subtilité pour être conscient de tous les moments de conscience, on peut dire, dans le processus cognitif. Mais ce qui est décrit, c'est que d'abord, donc, il y a une appréhension sensorielle directe, par exemple de la fleur, qui est suivie très vite d'un concept. Oui. Et donc, c'est après la conscience conceptuelle qui dit c'est une fleur, mais ça ne veut pas dire que la conscience sensorielle ou visuelle elle-même, elle ne reconnaît pas la fleur. Parce que cette conscience sensorielle, par exemple visuelle, elle est claire et connaissante. Ça veut dire que par elle-même, elle a quand même la capacité à connaître ce qu'elle voit. Donc c'est un peu compliqué, mais... Voilà. Donc je vais continuer parce que je veux continuer un peu, couvrir un peu de terrain en 10 minutes.
Donc, on a parlé des objets. On a parlé aussi de l'objet du mode d'appréhension. Ne vous laissez pas impressionner par les grands mots. Quelquefois, on dit objet du mode d'appréhension. Il ne faut pas se laisser trop impressionner par les mots. Je trouve. Donc, l'objet du mode d'appréhension, c'est l'objet principal. On peut dire ça, c'est l'objet principal. C'est l'objet qui est similaire à ce qui est appréhendé. C'est l'objet principal, l'objet du mode d'appréhension, on peut dire. Donc, on a parlé des objets, on a parlé des sujets. La définition, c'est un pot, une chose ou un phénomène efficient, un phénomène fonctionnant, qui possède son objet respectif, ou qui est doté de son objet respectif, qui fait l'expérience de son objet. Donc, parmi les sujets, on a parlé de 3, mais ici on s'occupe particulièrement donc des perceptions, de la conscience. On a dit quand on dit sujet ou possesseur d'objet en général, on parle des personnes, on parle des sons et on parle des consciences. Donc ici le sujet de qu'on étudie, c'est les consciences. Donc ici après on a donné des équivalents ou des synonymes entre, donc en tibétain c'est l'eau, jikpa, shepa. Donc l'eau, ce qu'a dit Valérie, c'est que l'eau c'est la perception, jikpa c'est connaissant et shepa c'est l'esprit. Merci. Elle a donné ces traductions-là. Bon, dans le livre ici, vous trouvez par exemple conscience, connaissance et cognition. Donc c'est complètement autre chose. Mais bon, il ne faut pas se laisser impressionner. Bon, comme c'est des synonymes de toute façon, ce qu'il est bon de savoir, c'est, bon, Valérie l'a dit aussi, donc esprit, perception, conscience. Donc en fait, elle l'utilise de façon un peu interchangeable. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que ces trois termes en tibétain, donc l'eau, jikpa, shepa, donc la perception, le connaissant et l'esprit, ils désignent toute conscience, que ce soit une conscience primaire ou un facteur mental. Tout sera, ça va, c'est la catégorie la plus large. Ça peut être un facteur mental ou ça peut être, par exemple, ça peut être l'aspiration, ou ça peut être la foi, ou ça peut être la sensation. Tout ça, c'est des facteurs mentaux. Donc, ces phénomènes, ils peuvent, ces trois termes, ils peuvent désigner une fonction cognitive ou un esprit principal. Donc, c'est la catégorie la plus large. Alors qu'il y a d'autres termes en tibétain qui vont désigner plus, par exemple, bon, pour les gens qui connaissent, yi, nampashepa, ça va désigner plus particulièrement l'esprit principal seulement. Donc, c'est un détail un peu technique. Mais bon, à notre niveau, il ne faut pas trop s'accrocher à ces différences. Donc, c'est ce qui est clair et connaissant, ce qui peut connaître. Une chose que... Alors, oui, ce qu'on va étudier ici, ce que Geshe-la a dit, et donc ça serait bien s'il y a un tableau qui est intéressant, mais qui est en anglais. Donc, si on va essayer de le produire. On étudie la division en 7. Donc, je ne sais pas si vous avez marqué quels sont les 7. Donc, dans les 7, bon, une autre difficulté aussi, c'est que la façon de présenter peut être un peu différente. La façon dont Geshe-la aborde le sujet, c'est que parmi les 7, il y a 2 consciences avérées et 5 qui sont non avérées. 2 consciences avérées, 5 non avérées. Donc, les consciences avérées, c'est une conscience avérée directe et une conscience avérée inférentielle. Donc, directe, elle est directe, comme une conscience directe qui voit directement son objet. Directement, ça veut dire sans intermédiaire. Ça veut dire
Comment ? Immédiatement. Voilà, immédiate. Ça, c'est bien. C'est ce mot que je cherchais. Immédiate. C'est immédiat. C'est direct. Tandis que l'autre, inférentiel, c'est conceptuel. Donc, elle réalise son objet à travers une image mentale. Et en dépendant d'une raison. Donc, ici, la façon dont les 7 sont présentés, c'est deux cognitions ou perceptions, conscience avérées et 5 non avérées. Donc, les 2 avérées, si j'essaie de reprendre le vocabulaire de initial, valide, c'était quoi là ? Oui, initiale ou nouvelle. Allez, perception initiale avérée ou valide et non initiale, non avérée. Donc, parmi les initiales avérées, il y a les 2. Donc, initiale avérée, valide, la description, la définition, c'est une conscience nouvelle et infaillible. Vous l'avez pris, ça, sûrement. Nouvelle et infaillible. Si on explique un peu. D'abord, c'est avéré. Qu'est-ce que ça veut dire, avéré ? Ça veut dire qu'elle tombe juste. Elle est infaillible, irréfutable, on peut dire. Infaillible, ça veut dire qu'elle atteint son objectif de cognition. Elle comprend l'objet complètement. Elle n'est pas à côté de l'objet. Donc, c'est le sens d'infaillible. Donc, c'est une perception nouvelle. Nouvelle, ça veut dire, c'est le premier moment. Donc, il y a plusieurs façons d'expliquer ça aussi, mais nouvelle. On dit nouvelle parce qu'on va dire, le premier moment, c'est avéré, et le deuxième moment, c'est plus avéré. Le deuxième moment, c'est une perception consécutive ou subséquente, qui est une parmi les 5. Parmi les 5 non avérées, vous avez la consécutive ou subséquente. Donc celle-là, elle connaît son objet, mais c'est le deuxième moment. C'est le deuxième moment d'une perception avérée qui connaît bien, qui arrive à son but de connaissance. C'est le deuxième moment, donc. Il y a des écoles qui disent que, en général, on dit que seul le premier moment est avéré. Le deuxième moment n'est pas avéré. Maintenant, les prasangika disent que même les moments subséquents sont avérés. Mais donc, elle est nouvelle, donc elle n'est pas subséquente. Parmi les 5 qui ne sont pas avérées, vous avez la première, c'est consécutive ou subséquente. La deuxième, c'est précaire. Donc précaire, c'est la traduction de Valérie. On dit aussi une supposition correcte. Donc là, je parle des 5 perceptions qui ne sont pas avérées. Donc je donne le nom, je donne la liste. On ne l'a pas. Tu l'as dans tes notes si tu l'as noté, mais ce n'est pas dans le papier. Moi, j'ai un papier, mais c'est en anglais. Oui, donc c'est pour ça que je le répète. Donc vous pouvez l'écrire. Donc les 7, c'est la division en 7, c'est 2 avérés, avérés directs et avérés inférentiels, et 5 non avérés, donc consécutives, parmi les 5, consécutives ou subséquentes. Tu écris si tu veux. Excuse-moi, je ne vais pas arriver à le dire. Ouais. Ok. Donc, consécutive ou subséquente, précaire, on appelle aussi précaire supposition correcte, machinale, qu'on appelle aussi inattentive. Le 4e, c'est le doute. Et la 5e, c'est la perception fausse. Dans la Rinpoche, page 34, oui. Mais bon, la terminologie est un peu différente. Donc vous avez là. Et puis c'est aussi la division est différente, tu vois, parce que lui, il comprend.
la façon dont la division est faite dans ce livre n'est pas la même façon que Geshe-la a fait. Dans ce livre, on commence par la perception directe, il y en a 4, tu vois. Et puis après, on prend la cognition inférentielle, donc ce n'est pas la même présentation exactement. Mais la présentation de Geshe-la, c'est ça, les 2 avérés et les 5 non avérés. Hein. Donc avéré, c'est ça, c'est nouvelle et infaillible. On dit que c'est nouveau, ça écarte quoi ? Une perception consécutive. Le 2e moment, le 3e moment, ça écarte ça. Pour cette école, le 2e, 3e moment n'est pas avéré, il n'y a que le 1er moment qui est avéré. Cette école ici, on l'a mentionné ce matin, c'est les Sautrantika. Sautrantika. Parmi les 4 écoles philosophiques bouddhistes, cette présentation, elle fait partie de la présentation, elle est expliquée par les Sautrantika, la 2e école. Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, Madhyamika. Donc, c'est présenté par cette école, mais les autres écoles, les Chittamatra, l'esprit seul et l'école aussi de la voie du milieu, acceptent cette présentation dans son ensemble. Après, il y a certains détails qui changent, mais dans l'ensemble, c'est accepté par toutes les écoles, des Sautrantika et au-dessus. Donc, en général, une des différences, par exemple, c'est ça. Les Prasangika, ils n'acceptent pas simplement le premier niveau, le premier moment, mais les niveaux subséquents aussi. Mais pour les autres écoles, si c'est subséquent ou consécutif, 2e, 3e moment, c'est pas avéré. Et c'est infaillible. Cette perception, elle est infaillible. Donc, dans la définition, une perception nouvelle, ça écarte les perceptions consécutives. Et infaillible, donc infaillible, ça élimine quoi ? Ça élimine les perceptions précaires. Une perception précaire, qu'on appelle aussi supposition correcte, c'est quelque chose qui est correct, mais ça n'est qu'une supposition. C'est par exemple... on dit le son est impermanent. Le son est impermanent parce que c'est un produit. Le son est impermanent. Si j'ai une conscience, une perception avérée, infaillible, ça veut dire que j'ai vraiment réalisé l'impermanence du son. Mais si j'ai une supposition correcte, c'est un peu ou précaire, c'est je vais dans le bon sens. Je dis, ah oui, c'est impermanent, mais ce n'est pas bien assis. Je n'ai pas fait tout le processus de cognition, de connaissance, qui me permet vraiment d'arriver à l'appréhension, à la compréhension vraiment de l'impermanence. Donc, je n'ai pas vraiment réalisé l'objet, ce n'est pas avéré. C'est une supposition correcte. Mais bon, ce matin, on en a parlé rapidement, parce que, en fait, dans le cours qui suit, dans ce qui suit, Geshe-la va aller une par une dans ces 7 types de perceptions. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Donc ce matin, on en est aux perceptions avérées, directes et inférentielles. Après, il y en a 5 qui ne sont pas avérées. Et parmi les avérées, donc les directes, maintenant, il va développer un peu les perceptions directes, de plusieurs types. Parce qu'à chaque catégorie, il va y avoir des divisions. Donc c'est ça qu'on va étudier. À la fin, il y a eu une présentation aussi que Geshe-la s'est arrêté là. Mais comme on n'a pas le temps, on verra ça demain, à moins que ça devienne clair pendant l'enseignement. C'était la différence entre quelque chose d'erroné et quelque chose de faux. Bon, alors il y a aussi toujours les termes, le vocabulaire. En fait, ce que Valérie, elle utilise, qu'est-ce qu'elle a utilisé ? Juste, je crois. Non, exact. Exact, ça veut dire non erroné. En fait, une direct, alors, direct, une perception directe, puisqu'on parle de direct, c'est quelque chose d'exact et de non conceptuel. Autrement dit, non erroné, libre de conceptualisation. Quelque chose qui est direct, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation mentale. Puisqu'on parlait tout à l'heure du direct.
Et c'est exact. Parce que les conceptions, on dit, elles sont erronées. Hein. On dit toutes les perceptions conceptuelles, elles sont erronées. Pourquoi ? Parce que ce qui apparaît, ce n'est pas la chose. Ce qui apparaît, par exemple, quand je vois la fleur comme ça, dans mon esprit, c'est une image mentale, mais je prends ce que je vois pour la fleur véritable. Hein. Quand une image mentale vient, en fait, ça n'est pas la chose, mais dans une telle perception, hein, on se trompe. On prend l'image pour la chose elle-même. Ce qui apparaît, ça apparaît comme si c'était la chose elle-même. Hein. C'est pour ça qu'on dit une perception conceptuelle ou représentative est toujours erronée par rapport à ce qui lui apparaît, son objet apparaissant. Hein. Donc à la fin, il y a eu une discussion, mais on n'a pas le temps. On verra demain, ou peut-être ça va devenir clair, ou on l'éclaircira. On reprendra ça demain, à partir de là. D'accord ? Peut-être on prend 5 minutes.